Lorsque la Seconde Guerre mondiale commence à s'enliser, Allemands et Alliés cherchent à se donner le coup de grâce par tous les moyens. Adolf Hitler doit faire face à un problème majeur. Sa stratégie de guerre éclair convient aux opérations terrestres, mais pas à l'attaque d'une île comme la Grande-Bretagne. Il ne lui reste qu'une solution, couper les voies de ravitaillement de son ennemi. Cela se traduit par la construction de plus de navires de guerre et de sous-marins. Pour les Alliés, la problématique est différente. Comment frapper l'Allemagne sans avoir de base arrière sur le continent? Ils optent finalement pour des bombardements stratégiques. Il faut détruire les infrastructures économiques du pays et démoraliser les populations civiles. Si les deux adversaires ne font pas les mêmes choix tactiques, ils se rejoignent cependant sur un point: épargner la vie de leurs soldats et mettre un terme à la guerre aussi vite que possible. Ironiquement, ce sont les Allemands qui avaient lancé au mois d'août 1940 les premières vagues de bombardements stratégiques en pilonnant accidentellement Londres. La Royal Air Force avait immédiatement riposté en lâchant ses bombes sur Berlin. Durant l'automne qui suivit, presque tous les jours, les nazis bombardèrent les villes britanniques, pensant que le moral des civils s'effondrerait. À l'été 1941, lorsque l'aviation allemande rejoint le front russe, ces attaques répétées n'ont toujours pas porté leurs fruits. Pourtant, le commandement britannique demeure persuadé qu'une tactique similaire est la meilleure pour mettre l'Allemagne hitlérienne à genoux. Au début de l'année 1941, la Royal Air Force a justement été dotée d'une nouvelle génération de bombardiers plus puissants. Le Short Stirling peut emporter 8000 kg de bombes, 4 fois plus que ses prédécesseurs. Le but initial n'est pas de faire des victimes parmi les civils, mais plutôt de détruire les usines ou de couper les voies de ravitaillement, en carburant notamment. Il faut priver l'Allemagne des moyens de mener cette guerre. Cette bonne intention souffre pourtant d'un sacré handicap: l'absence de précision des bombardiers britanniques. En août 1941, un rapport tenu secret révèle que 90% d'entre eux larguent leur cargaison à plus de 7 km de leur cible. Parallèlement, la défense antiaérienne allemande provoque de gros dégâts auprès des escadrilles alliées. À la fin de l'année 1941, 10% des bombardiers engagés dans les raids ont été abattus. Un taux de perte impossible à justifier. Le haut commandement de la Royal Air Force décide alors de changer de stratégie. Il ne s'agit plus de tenter d'atteindre des cibles spécifiques. Les pilotes doivent désormais lâcher leurs bombes sur des zones cibles préalablement quadrillées. Cette technique militaire est connue sous le terme de tapis de bombes.
les bombardiers vont labourer les cités allemandes. Le raisonnement du ministre de l'Air britannique est implacable. Il veut détruire le moral des populations civiles et plus particulièrement celui des ouvriers de l'industrie. C'est le maréchal Arthur Harris, surnommé le Bombardier, qui va se charger d'appliquer cette politique. There are a lot of people who say that bombing can never win a war. Well, my answer to that is that it has never been tried yet, and we shall see. They sowed the wind, and now they are going to reap the whirlwind. Au printemps 1942, Harris veut démontrer le bien fondé et l'efficacité de ces bombardements stratégiques. Il va lancer une offensive massive après avoir réuni une impressionnante armada. 1000 bombardiers atteignent Cologne dans la nuit du 30 au 31 mai. La défense aérienne de la ville est submergée. 250 hectares sont dévastés et 200 usines endommagées. Seuls 39 avions sont abattus, soit 4% de l'effectif engagé. Harris a gagné son pari. Winston Churchill s'est même rangé à son opinion. Il dispose désormais d'une nouvelle arme, l'Avro Lancaster, spécialisé dans les bombardements de nuit et qui deviendra l'un des fers de lance des opérations aériennes. Harris bénéficie surtout de l'aide d'un nouveau partenaire. Pendant l'été 1942, les États-Unis ont rejoint le front occidental. Les appareils américains apparaissent sur les terrains britanniques. Il s'agit des célèbres forteresses volantes, les B-17. Équipés de 13 mitrailleuses, ils peuvent en théorie se frayer un chemin vers leur cible en plein jour et sans l'aide d'un quelconque appui aérien. Ils sont également munis d'un nouveau dispositif de visée qui doit leur permettre de larguer leurs bombes avec une précision quasiment infaillible. Ces atouts technologiques poussent les Américains à ignorer les leçons des raids britanniques. Ils reprennent les attaques ciblées sur les infrastructures allemandes. Au mois d'août 1942, ils testent leurs appareils. « 12 d'entre eux attaquent une gare de triage près de Rouen. Les dégâts sont minimes, mais les Américains n'ont pas subi de pertes. Pour eux, il ne fait aucun doute que les raids en plein jour sur des cibles préalablement choisies sont envisageables. Les Britanniques sont loin d'être convaincus. L'objectif n'avait que peu d'importance et n'était pratiquement pas défendu. Malgré cette divergence de point de vue, les deux alliés conviennent de coordonner leurs efforts. Ils décident d'organiser le bombardement massif du cœur industriel de l'Allemagne. Le jour, les Américains s'en prendront à des cibles soigneusement sélectionnées. Les Britanniques agiront de nuit, déroulant leurs tapis de bombes sur de vastes périmètres. Ils tenteront ainsi de détruire les instruments de production et de casser le moral des civils. Leur objectif, semer la désolation et forcer l'Allemagne à mettre un terme à la guerre.
En mars 1943, des avions britanniques se dirigent vers la ville industrielle d'Essen. Une première vague de bombardiers légers va illuminer la cible en larguant des fusées de signalisation. « 450 Lancaster les suivent de près et balayent la ville pourtant fortement défendue. Les batteries antiaériennes allemandes sont dépassées. Seuls 14 appareils britanniques sont abattus. Ce raid est suivi de plusieurs vagues d'attaques similaires sur les villes industrielles de la Ruhr. Mais les nazis renforcent leur défense. Le ciel allemand devient de moins en moins sûr. Un avion sur 10 ne rentre plus de mission. Harris fait les opérations. Il va au même moment profiter d'une découverte alliée connue sous le nom de Code Window. Il s'agit de lâcher dans le ciel de petites bandes d'aluminium. Ce métal peut brouiller les systèmes radars ennemis et ainsi rendre aveugles leurs défenses antiaériennes. Harris se frotte les mains. En juillet 1943, il reprend l'offensive. Nom de code de l'opération, Gomorrhe. C'est la cité industrielle d'Hambourg qui sera visée. Une première vague de bombardiers provoque les interférences magnétiques. La deuxième lâche sa cargaison de bombes incendiaires. Le feu dévaste le centre-ville. Le lendemain, on dénombre 40 000 morts. 500 000 habitants n'ont plus de foyer. D'autres raids suivent sur le port. La population est profondément traumatisée. Quatre mois plus tard, à l'automne 1943, Harris lance une série de bombardements sur Berlin. Les Allemands réagissent. Ils réussissent à contrecarrer les effets du système Window. Leurs radars redeviennent efficaces. Au printemps 1944, les Britanniques perdent à nouveau 10% de leurs appareils. La population civile allemande ne semble toujours pas sur le point de craquer. La tactique des tapis de bombes n'a pas le résultat escompté. Il reste la stratégie américaine qui cible des zones vitales pour la machine de guerre nazie. Pendant tout le printemps 1943, l'US Air Force s'est enfoncée au cœur du territoire ennemi. Mais le nombre des pertes grimpe. Un avion sur 15 ne rentre pas à la base. Pourtant, au mois d'août, le commandement américain décide de lancer une opération sur les usines d'armement de Ratisbonne et Schweinfurt. C'est une folie.
Les deux cités sont loin au sud du pays, bien au-delà du rayon d'action des chasseurs d'escorte. Sur les 376 forteresses volantes, 60 sont abattues, dont 54 par la chasse allemande. Les stratèges américains se sont trompés. Les B-17 ne peuvent pas se défendre seuls contre l'aviation ennemie. Les campagnes de bombardement trop lointaines sont suspendues. La guerre continue sans qu'une stratégie de remplacement soit trouvée. Pourtant, une solution existe. Au début de l'été 1944, alors que les Alliés s'apprêtent à débarquer en Europe, les forces aériennes américaines et britanniques ont pour mission de couper les voies de communication et de ravitaillement en carburant des nazis. Les bombardements ciblés doivent donc être repris. Mais une innovation va changer la donne. Les ingénieurs anglais ont modifié un avion de chasse américain, le Mustang P-51. Ils l'ont doté d'un moteur tout droit sorti des usines Rolls-Royce. Cette nouvelle motorisation augmente le rayon d'action de l'appareil. Le Mustang devient alors l'ange gardien idéal des bombardiers affectés à des missions de longue distance. En France, les Alliés vont frapper avec plus de précision, détruisant les ponts et les routes menant au front. Le ravitaillement en carburant de la Wehrmacht devient de plus en plus difficile. La chasse allemande contre-attaque. Mais désormais, ce sont les Mustangs qui dominent les airs. De plus, bon nombre des appareils de la Luftwaffe sont cloués au sol, faute de combustible. Si la campagne de bombardement n'a pas mis l'Allemagne à genoux, comme l'espéraient les Alliés, elle porte néanmoins ses fruits. Un homme, pourtant, n'est toujours pas satisfait. Arthur Harris, le bombardier, est toujours convaincu que seuls des bombardements massifs permettront de faire taire l'Allemagne une fois pour toutes. À la fin de l'année 1944, il remet la stratégie des tapis de bombes au goût du jour. Les villes allemandes sont dévastées les unes après les autres. Au mois de février 1945, Harris donne l'ordre d'attaquer une ville de moindre importance stratégique, Dresde. Les rues sont bondées de réfugiés, chassés de leurs maisons par les bombardements. Mais Harris n'a que faire des populations civiles. « 7000 tonnes de bombes rasent un tiers de la ville. Le nombre des victimes est encore aujourd'hui sujet à polémique. Le total varie de 25 000 à 305 000 morts. Ce bombardement meurtrier sert la propagande nazie qui diffuse abondamment les images des corps brûlés ou mutilés d'enfants. Ce raid est allé trop loin dans l'horreur. Mais le moral du peuple allemand ne faiblit pas. Dans le camp adverse, l'espérance de vie de 60% des équipages de bombardiers alliés ne dépasse pas une trentaine de missions. La tactique des bombardements massifs n'a jamais fait vaciller le régime nazi. Au contraire, en secret, Hitler fait développer les technologies nécessaires à la mise au point de l'arme qui saura faire enfin la différence.
Le Führer doit atteindre l'Angleterre, affaiblir son adversaire direct beaucoup trop proche des côtes de la France occupée. Mais comment faire? La puissance navale britannique l'empêche de manœuvrer dans la Manche. Hitler va alors engager toutes les forces navales qu'il possède pour détruire les convois. Il veut empêcher le ravitaillement en vivres et en carburant des îles britanniques. Dans les 18 premiers mois de la guerre, les Allemands coulent plus de 130 vaisseaux marchands. Les bâtiments nazis les plus redoutables restent les navires de poche. Des petits bateaux de guerre conçus dans les années 30 pour contourner l'interdiction de réarmement après la Première Guerre mondiale. L'un d'entre eux, le Graf Spee, s'illustre particulièrement. En quelques semaines, il coule 9 vaisseaux marchands dans l'Atlantique Sud, avant d'être intercepté et mis hors de combat au large de l'Argentine. Les raids allemands font beaucoup de dégâts. Si les pertes alliées se poursuivent, la Grande-Bretagne aura de sérieux problèmes de ravitaillement. Au début du printemps 1941, les 2 plus gros cuirassés allemands appareillent. Leur puissance de destruction est énorme. Les hommes de la Royal Navy en font des cauchemars. Le premier à se mettre en chasse est le Bismarck. En mai, un avion de reconnaissance de la Royal Air Force le repère dans le port norvégien de Bergen. Il cherche visiblement à s'infiltrer dans l'Atlantique Nord. La marine britannique se lance à sa poursuite. 2 jours plus tard, il est signalé dans l'Atlantique Nord. Londres charge l'un de ses derniers cuirassés, le Prince de Galles, de l'intercepter. Le croiseur Hood, fleuron de la Royal Navy, l'accompagne. À l'aube du 24 mai, les 3 navires sont à portée de tir. C'est la première fois de la guerre que 2 cuirassés ennemis s'affrontent. Dès le début du combat, un obus du Bismarck perce le pont faiblement blindé du Hood. Le projectile atteint l'un des magasins de munitions. Une formidable explosion retentit. Seuls 3 membres d'équipage sur les 1419 que compte le Hood pourront être secourus. Le Prince de Galles rompt le combat. Le Bismarck, dont une soute à mazout a été touchée, se retire. C'est sur la route du port de Brest qu'il est repéré 2 jours plus tard. Les appareils britanniques l'attaquent en piqué. Une de leurs torpilles endommage le gouvernail du Bismarck. Le jour suivant, dès l'aube, 2 cuirassés, le Rodney et le Roi George V, rattrapent le navire désemparé. Les obus de gros calibre pleuvent sur le pont du navire allemand. Il n'est bientôt plus qu'une épave en flammes. Finalement, une torpille l'achève.
Sur plus de 2200 personnes présentes à bord, seuls 110 marins survivront. Le Bismarck n'a pas eu le temps de couper les voies d'approvisionnement des îles britanniques. En juin 1941, l'invasion de l'Union soviétique déplace les opérations navales vers l'Est. Les convois de ravitaillement alliés rejoignent les ports russes de Mourmansk et Arkhangelsk. La marine allemande, la Kriegsmarine, n'a pas l'intention de les laisser faire. Chaque convoi est impitoyablement attaqué. Mais ces déplacements sont devenus si dangereux qu'à l'été 1943, toutes les opérations sont suspendues. Elles doivent reprendre à l'automne, une période durant laquelle le mauvais temps et la faible visibilité permettront aux navires de se faufiler vers la mer de Barents. Les Britanniques profitent de cette interruption pour se mettre en chasse d'un redoutable ennemi, le Tirpitz, cuirassé jumeau du Bismarck. Il attend son heure, paisiblement ancré dans un fjord norvégien. La Royal Navy est déterminée à se débarrasser de ce dangereux adversaire. En septembre 1943, 5 sous-marins de poche, connus sous le nom de X-Craft, ont pour mission de le couler. Ils l'attaquent, mais ne lui causent que de faibles dommages. Au printemps suivant, le Tirpitz menace à nouveau les convois dans la mer du Nord. Cette fois, la Royal Navy ne veut pas le rater. Elle expédie 6 porte-avions vers la Norvège. Les Allemands sont pris par surprise. Les bombardiers assaillent le Tirpitz. Mais les petites bombes ne font qu'égratigner le blindage du cuirassé. Trois mois plus tard, il est de nouveau en service. Il est localisé dans un autre fjord. Des Lancaster chargés de bombes de 5 tonnes ont pour mission de le détruire. Mais le Tirpitz lance un rideau de fumée derrière lequel il devient quasiment invisible. Plusieurs engins atteignent pourtant sa proue, causant de sérieux dégâts. Enfin, le 12 novembre 1944, une autre escadrille de 32 bombardiers le surprend. Cette fois, les conditions sont parfaites. 3 énormes bombes frappent une réserve de munitions. Le Tirpitz chavire doucement. 971 marins sont tués. Après plus de 2 ans de course-poursuite, la Royal Navy a enfin gagné son duel. Malgré son indéniable puissance, la marine de surface allemande n'aura pas réussi à peser sur le cours de la guerre. Les Britanniques ne lui en ont jamais laissé l'opportunité. En mer, Hitler a perdu une bataille. Une partie de sa flotte est anéantie. Mais il possède encore un atout non négligeable, les sous-marins.
Les stratèges nazis espèrent depuis longtemps que les U-boats pourront tenir le blocus des îles britanniques. Sous l'eau, ils peuvent traquer leur proie, fondre sur elle au dernier moment. Ils sont aussi extrêmement efficaces en surface. Les Britanniques décident de réunir la flotte marchande dans d'énormes convois. Le problème, c'est que les Alliés manquent de navires d'escorte. De nombreux bateaux sont sans protection. Et le commandement des forces navales va se montrer très prétentieux. Les officiers supérieurs sont persuadés qu'ils disposent des moyens technologiques et militaires pour contrecarrer la menace allemande. Ils vont vite s'apercevoir de leur erreur. Rapidement, les routes d'approvisionnement sont coupées. Le plus souvent, les U-boats opèrent en surface, coulant leur proie à l'aide du canon situé sur leur pont. La Royal Navy détache alors des porte-avions transportant des chasseurs de sous-marins qui patrouillent au-dessus des routes empruntées par les convois. Les résultats demeurent cependant bien en dessous des attentes. À la fin de l'année 1939, près d'une centaine de navires marchands ont été attaqués et coulés. Si les assauts se poursuivent à ce rythme, la situation du Royaume-Uni deviendra dramatique. Carburant, nourriture et munitions, tout commence à manquer. Et l'avenir n'est pas rose. Car les Allemands sont installés sur les côtes françaises. Après avoir été longtemps cantonnés dans la mer du Nord, la marine de guerre allemande, la Kriegsmarine, peut se déployer sur le front atlantique. Désormais, ces forces peuvent attaquer à partir des ports français. Les nouveaux modèles de U-boats s'installent à Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux. L'amiral Karl Dönitz les lâche dans l'Atlantique où ils chassent en meute. Chaque groupe va couvrir une zone de passage des convois. Lorsqu'un sous-marin a repéré les proies, il contacte les autres. Parfois, des avions de reconnaissance guident les flottilles de submersibles vers leurs objectifs. À la fin du mois d'octobre 1940, 40% des vaisseaux marchands alliés n'arrivent plus à bon port. Le ravitaillement de la Grande-Bretagne est compromis. Pour les équipages des U-boats, c'est la période dite des temps heureux. Leurs chefs deviennent des héros nationaux. La Grande-Bretagne paye son manque de préparation. Mais finalement, une décision importante va être prise. L'amirauté britannique lance un programme de fabrication de vaisseaux anti-sous-marins. Inspirées des formes d'une baleinière, les corvettes ont l'avantage de pouvoir être construites vite et en grand nombre. Pour la première fois, les Alliés disposent d'une force capable de protéger leur convoi.
Mais à cause d'un moteur peu performant, la corvette plafonne à 15 nœuds, une vitesse inférieure de 2 nœuds à celle des U-boats. Dans le même temps, des avions de patrouille sont équipés de grenades sous-marines. Si les explosions sont nerveusement éprouvantes pour les équipages allemands, l'efficacité de ces bombardements demeure réduite. Pour obtenir des résultats probants, il faut attendre une série d'avancées technologiques. Au début de l'année 1940, le radar centimétrique est mis au point. Plus précis et moins lourd que ses prédécesseurs, ce nouvel appareillage va équiper avions et navires d'escorte. Les U-boats ont de plus en plus de mal à faire surface. Quelques mois plus tard, un brillant électricien français, Maurice de Lorraine, offre aux Alliés une invention qui va changer la donne. Le œuf d'œuf est un radiodétecteur. Il permet d'intercepter les communications des sous-marins ennemis et ainsi de les localiser. En 1941, grâce à ce nouveau système, les Britanniques parviennent à parer de nombreux raids allemands. De plus en plus de cargos parviennent à passer entre les mailles du filet. Début mars, l'un des héros de la Kriegsmarine, Günther Prien, commandant du redouté U-47, disparaît dans l'Atlantique Nord. Quelque temps plus tard, 2 autres commandants de U-boats meurent en mission. Pour la marine allemande, les jours heureux sont finis, d'autant qu'un autre événement survient. En mai 1941, le destroyer britannique Bulldog force le U-boat 110 à faire surface. Avant que le submersible ne coule, les marins britanniques trouvent à son bord une machine de codage Enigma avec tous ses manuels d'utilisation. Le secret sera bien gardé. Jusqu'à la fin de la guerre, les nazis ignoreront que Londres a les moyens de briser les codes de la Kriegsmarine. Dans cette terrible partie de cache-cache, les convois alliés ont désormais un atout de taille pour éviter les meutes de sous-marins à l'affût. Mais plusieurs dizaines de submersibles continuent de quadriller l'Atlantique Nord. Ils n'y ont jamais été aussi nombreux. À la fin de l'année 1941, la machine de guerre allemande en produit de plus en plus. Pour la marine alliée, l'année 1942 va être la pire de toute la guerre. Mais un événement va changer radicalement la physionomie de ce conflit. En
décembre 1941, Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Immédiatement, l'amiral de Nitz ordonne à ses sous-marins d'attaquer les convois de cargo battant pavillon américain. Les derniers modèles, les types 9, sont les seuls à pouvoir faire le long voyage depuis les côtes européennes. Mais arrivés sur place, leur travail est facile. Le commandant en chef des forces navales américaines, l'amiral Ernest King, a refusé de joindre ses navires marchands au convoi de protection mis en place par les Britanniques. En un trimestre, 400 cargos sont coulés ou détruits. Les Américains subissent les mêmes revers que les Britanniques quelques mois plus tôt. Ils doivent changer de stratégie. En mai 1942, l'amiral King accepte l'idée de réunir des convois plus étoffés. En juillet, le nombre des pertes baisse. Les Allemands changent à leur tour de tactique. Les U-boats vont concentrer leurs attaques dans une région particulière de l'Atlantique Nord, le Trou Noir, une zone trop éloignée des côtes pour les avions anti-sous-marins. Certains convois vont y être assaillis par plus de 15 submersibles. Durant le seul mois d'octobre 1942, 56 navires sont coulés au milieu de l'Atlantique. Au mois de mars 1943, les Alliés perdent 120 bâtiments. Dans le même temps, seuls 12 U-boats ne rentrent pas de mission. Cette fois, les routes d'approvisionnement sont assez perturbées pour que le Royaume-Uni semble près de s'effondrer. Hitler est persuadé que les U-boats vont lui faire gagner la guerre. Mais les Alliés ne renoncent pas. Les marins britanniques ont un nouveau chef. L'amiral Max Horton a longtemps été à la tête des sous-marins de la Royal Navy. Sa première initiative est destinée à protéger les convois. Il détache une escouade de destroyers et de frégates capables d'intervenir dès qu'une meute est repérée. De nouvelles découvertes technologiques donnent un certain avantage aux Alliés. Le Hérisson est un mortier anti-sous-marin composé de 24 tubes. Certains bombardiers vont être équipés d'une lampe surpuissante leur permettant de chasser de nuit lorsque les sous-marins rechargent leurs batteries en surface. Son efficacité est telle que les sous-mariniers allemands préféreront faire surface de jour pour voir les avions arriver. L'emploi de ces nouvelles technologies porte ses fruits en quelques mois. Les raids des U-boats sont de moins en moins efficaces. À tel point que l'amiral de Nitz décide de reprendre l'initiative.
Le 22 avril 1943, le convoi allié ONS-5, composé de 43 navires marchands et 4 escorteurs, quitte Liverpool. Il doit rallier le Canada pour y charger de l'armement. Dönitz veut frapper un grand coup. 3 meutes. Plus de 43 sous-marins fondent sur le convoi. Le 5 mai, 2 escorteurs et 5 cargos sont coulés. Mais les Britanniques réagissent vite. Les renforts sont en route. Des avions anti-sous-marins décollent du Canada. Le 6 mai, un épais brouillard enveloppe les forces alliées qui contre-attaquent. 7 U-boats sont coulés. 7 sont gravement endommagés. C'est une cuisante défaite. Deux semaines plus tard, Dönitz déclenche une nouvelle attaque. C'est un désastre. 5 sous-marins sombres sans qu'un seul navire marchand ne soit coulé. Les hommes de la Kriegsmarine vont surnommer cette période le Mai noir. Le 22 mai, l'amiral Dönitz interrompt toutes les opérations contre les convois dans l'Atlantique Nord. Les Alliés ont gagné la bataille de l'Atlantique. De nouveaux bombardiers américains, les B-24 Liberators, possèdent désormais l'autonomie nécessaire pour atteindre le trou noir. De leur côté, les ingénieurs allemands poursuivent leurs recherches. Les submersibles sont équipés de détecteurs de radar et de canons antiaériens. Certains sont munis d'un schnorkel, un tube d'évacuation des gaz brûlés et d'admission d'air frais qui leur permet de demeurer sous l'eau plus longtemps. Mais dans la partie de cache-cache qui s'engage, les Alliés ont toujours l'avantage. Le fer de lance d'Adolf Hitler dans l'Atlantique est cloué dans les ports. C'en est fini du temps où les meutes parcouraient librement l'océan. Les Allemands vont jeter leur dernière force dans la bataille. Ils produisent un nouveau sous-marin révolutionnaire, le Type 21. Ces moteurs diesel le propulsent à 31 km/h en plongée, plus vite que certains vaisseaux de surface. Il peut rester 62 heures sous l'eau à vitesse réduite. Les premiers modèles opérationnels quitteront leur base au mois de mars 1945. Il sera déjà trop tard. Depuis la fin de l'année 1943, les Alliés dominent l'Atlantique. Cette victoire constitue un autre tournant de la Seconde Guerre mondiale. Le bilan de la bataille est terrible. 800 U-boats ont sombré. 75% des équipages de sous-mariniers allemands ont péri. De leur côté, les Alliés ont perdu 32 000 marins. Mais à l'orée de l'année 1944, les convois sont rétablis. Le matériel et les hommes en provenance des États-Unis affluent au Royaume-Uni. Une autre grande bataille se prépare. La victoire dans l'Atlantique n'aura été qu'une étape avant le débarquement allié en Europe.